Dans chaque cas de violence, on voit qu'il y a un conflit sous-jacent. Il y a une raison pour laquelle il y a de la violence. Et puis, on a cette théorie primitive selon laquelle c'est parce qu'il y a des gens mauvais en face, alors que nous ne le sommes pas. Nous sommes des gens bien. C'est des conneries. Franchement, soyons sérieux. Donc, ce que certains font, c'est regarder l'Ukraine et dire « envoyons plus d'armes ». Ce sont des gens illettrés, parce que si on veut résoudre le problème, il faut en voir les symptômes. La vraie question à se poser, c'est quel est le conflit sous-jacent? Et chaque conflit, Pascal, ne se trouve pas en toi ou en moi. Il se trouve entre nous. C'est un problème qui existe entre des parties qui ne savent pas comment le gérer. Et alors, elles finissent par recourir à la violence au lieu de dire des choses comme engager un médiateur, aller à l'ONU, recourir à l'arbitrage ou simplement s'asseoir et discuter de nos problèmes. Bonjour à tous, ici Pascal des études sur la neutralité, et aujourd'hui je m'entretiens à nouveau avec le Dr Jan Oberg, un chercheur danois spécialisé dans la paix, basé en Suède. Aujourd'hui, nous voulons parler de la rhétorique de plus en plus agressive envers la Russie en Europe et de ce que les personnes engagées pour la paix peuvent faire à ce sujet. Jan, bienvenue à nouveau. Merci beaucoup, Pascal. Je suis heureux d'être à nouveau ici. Je suis content que tu sois d'accord avec ce que nous avons dit. Nous voulons avoir une discussion positive sur ce qui peut et doit être fait, au lieu de nous plaindre sans cesse de la gravité de la situation. Parce qu'il faut être honnête, c'est un moment frustrant. Et cela devient de plus en plus frustrant quand on voit comment la politique, surtout en Europe, évolue. Mais se plaindre ne nous sortira pas du problème. Peux-tu nous expliquer comment un chercheur pour la paix essaie d'analyser un environnement non pacifique? Merci beaucoup pour cette approche. L'un de mes mentors en recherche sur la paix, vous savez, je suis sociologue, mais je me suis lancé dans la recherche sur la paix et les études sur la paix et les conflits dans les années 70, ce qui était alors une discipline académique relativement nouvelle. Le premier institut a été fondé par Johan Galtung à Oslo, je crois en 1957, et il y avait le Journal of Peace Research, etc. Sans entrer dans les détails, Johan a toujours souligné que les sciences sociales, et il était lui-même sociologue, ainsi que mathématicien, consistent à relier trois choses, D, T et V. D pour donner, T pour théorie, et V pour valeur. Donc lorsque vous faites un travail académique, lorsque vous menez une enquête, vous faites de la recherche empirique. Quels sont les faits sur la base de votre connexion entre théorie et données? Lorsque vous enquêtez sur quelque chose et que vous arrivez à la conclusion qu'une théorie l'explique, vous pouvez aussi dire « je dois la critiquer parce que le monde n'est pas assez bon ». Et la critique est une connexion entre le T et le V. C'est ce que font la plupart des gens. C'est une tradition marxiste. C'est ce que font la plupart des commentateurs géopolitiques et des médias. Nous critiquons les choses, et c'est tout à fait normal. Mais ce qui nous manque cruellement, surtout en période de crise, c'est de relier le D et le V, à savoir, le monde n'est pas assez bon. Nous l'avons critiqué, nous savons qu'il ne l'est pas, et nous savons pourquoi il ne l'est pas. Et alors vient la question, que peut-on faire à ce sujet? Qu'aurait-on dû faire? Que peut-on encore faire à ce sujet? Et ce n'est pas un hasard si Johan Galtung voyait les choses de cette façon, car son père était médecin. Ainsi, à la table familiale, il parlait toujours de diagnostic, de pronostic et de traitement. Et c'est justement la partie du traitement qui, à mon avis, fait défaut à peu près partout. Si l'on se réfère à Gandhi, il s'agissait d'un programme constructif. Il n'était pas seulement contre les Britanniques, l'occupation et le colonialisme. Il était aussi pour une Inde particulière qu'il voulait voir advenir. Et j'aimerais citer la reine de la recherche sur la paix,
Elise Goulding, qui disait toujours « Vous ne verrez jamais des gens œuvrer pour quelque chose s'ils ne peuvent pas l'imaginer ». Et c'est pourquoi je dirais peut-être, de façon provocatrice pour certains, que nous n'avons pas de mouvement pour la paix. Il existe de petits groupes ici et là qui travaillent avec la non-violence et des alternatives. Mais ce que nous appelons le mouvement pour la paix est un mouvement antimilitariste, anti-guerre, anti-armes, anti-nucléaire. Or, être contre quelque chose ne signifie pas être pour la paix. La paix et l'opposition à la guerre sont deux choses différentes. Je crois donc que nous devons avoir plus d'énergie positive. Nous devons rassembler nos énergies créatives, regarder dans l'histoire et envisager des futurs potentiels, des futurs possibles. À mon avis, la paix est tout à fait possible. Et je pense que nous devrions discuter de la manière dont cela pourrait être réalisé. Vous pouvez également revenir à une citation que j'ai déjà utilisée, je crois aussi avec vous, de George Bernard Shaw. Vous savez, la plupart des gens regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi. Ce que nous devrions faire, ou devrions faire davantage, c'est regarder le monde tel qu'il pourrait être et se demander « pourquoi pas ?» Et j'ajouterais, ou je le paraphraserais en disant « que peut-on faire ?» C'est ce que j'aurais ajouté si j'avais été George Bernard Shaw, mais je ne l'étais pas. Donc, cette idée de seulement critiquer a une autre dimension. C'est mon dernier point en réponse à votre question. Si nous ne faisons que critiquer, nous parlons du présent et du passé. Nous ne parlons pas de l'avenir. Et l'Occident aujourd'hui est un système sans avenir et sans pensée pour l'avenir. Je suis assez âgé pour me souvenir qu'il y avait des gens comme Robert Jung en Autriche. Il y avait des personnes qui faisaient des prévisions. Il y avait les groupes des limites à la croissance, le Club de Rome. Il y avait ceux qui réfléchissaient à ce qui arriverait si nous faisions ceci ou cela. Ray, et où devrions-nous aller maintenant? Dans les années 80, nous avons eu tout le débat sur un nouvel ordre économique international. C'était une vision pour le monde entier, essentiellement le tiers-monde, comme on l'appelait à l'époque. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de vision. Et on ne peut pas avoir la paix sans avoir une vision de la paix. On ne peut pas peindre un tableau si l'on n'a pas une vision, même approximative au départ. Une esquisse ou quelque chose de ce à quoi on veut que ce tableau ressemble. Donc, tout ce que je dirais, sans critiquer ce qui se passe, ce que je dis, c'est que c'est nécessaire, mais pas suffisant d'analyser le monde et de le critiquer. Il faut aussi faire ce que fait un médecin, si l'on est un sociologue, un politologue. C'est ce genre de choses que je vise. Deux choses. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que nous devrions avoir des visions positives. Mais je voudrais vous demander votre avis sur deux points. Qu'en est-il des dangers d'utiliser les valeurs comme motivation pour la critique intellectuelle et le travail intellectuel? Parce que, vous savez, il y a eu des moments où les intellectuels ont joué un rôle central dans l'élaboration d'un avenir. Je veux dire, le marxisme, l'approche marxiste de l'analyse, a ensuite aussi alimenté au final la révolution russe, n'est-ce pas? Et ce furent des contributions académiques très importantes, n'est-ce pas? Et le marxisme reste aujourd'hui encore un cadre important pour comprendre le monde national et international. Nous avons eu, vous savez, la Révolution française, qui s'est également construite en partie sur une critique sociale très forte et une vision de l'avenir. Mais il s'avère que cette vision incluait même des personnes qui affirmaient, à des fins intellectuelles, que des choses comme le terrorisme d'État, étaient nécessaires pour parvenir à la société idéale. Il existe donc des dangers de violence de masse également au sein des approches intellectuelles et fondées sur des valeurs dans le milieu académique. Et la deuxième question serait alors, que répondez-vous à ceux qui soutiennent que non, l'entreprise académique, l'entreprise sociologique, doit être neutre,
que nous sommes simplement des observateurs, que nous nous contentons d'expliquer aux gens comment fonctionne le monde, mais que nous ne nous engageons pas, car sinon nous devenons des politiciens, nous devenons des militants. Et une fois que l'on devient militant, on n'est plus vraiment neutre ou abstrait. On a une mission et on risque de biaiser ses propres recherches pour les confirmer. Eh bien, ce sont essentiellement deux aspects de la même question, je suppose. Le rôle des valeurs dans les sciences sociales. Je suis absolument certain qu'en tant qu'être humain, nous avons des valeurs. Et le mieux que l'on puisse faire, c'est ce que disait l'ancien économiste suédois Gunnar Myrdal, en être conscient et les exprimer. Ne nous dites pas que vous êtes objectif et neutre et tout cela, car lorsque vous traitez de la société, vous n'êtes pas neutre. Vous faites partie de cette société. Et je dirais que si vous l'indiquez clairement, je veux dire qu'y a-t-il de mal à l'activisme? Une recherche qui se limite à des réflexions de tour d'ivoire, écrite pour les 5 collègues les plus proches et qui finit dans une bibliothèque universitaire, ce sont les contribuables qui ont financé mes études. Je suis là pour faire quelque chose de bien pour la société. Et je ne vois pas, si j'indique clairement que je suis pour la résolution non violente des conflits, ce qu'il y a de mal à cela. Prenez la Charte des Nations Unies dans son ensemble. Elle est pleine de valeurs. L'article 1 dit que la paix doit être établie par des moyens pacifiques. C'est une valeur. Il n'est pas dit que nous devrions y parvenir par des armes, l'armement ou des armes nucléaires. Ainsi, en tant que chercheur pour la paix, et je pense qu'on ne peut pas se dire chercheur pour la paix, si l'on plaide pour l'existence de toujours plus d'armes et d'armes nucléaires en particulier, je suis pour la non-violence. Je suis pour le principe, qui est une déclaration de valeur ou une théorie, une philosophie, peu importe comment on l'appelle. Nous devons avoir essayé toutes sortes de choses d'abord. La non-violence, les négociations, peut-être les sanctions, même si elles peuvent aussi être violentes, la médiation, quel que soit le terme employé, avant que nous, en dernier recours, en venions à utiliser des armes au nom de la collectivité mondiale. C'est une valeur inscrite dans la Charte des Nations Unies. Le chapitre 7, lorsque tout a été tenté, que tout a été démontré contre un agresseur, disons, lorsque cela s'est produit, alors nous pouvons, au nom de l'ONU et de la communauté mondiale, agir contre le méchant qui détruit la communauté. Et je pense que c'est une déclaration de valeur. C'est une théorie. C'est une philosophie. Et je la défends. La question est la suivante. Si des gens affirment, même sans aucune analyse intellectuelle ou quoi que ce soit, que la Russie est aujourd'hui une grande menace en Europe, ou que la Chine devient notre principal ennemi ou quelque chose comme ça, ils s'en sortent avec ce genre d'affirmation qui est aussi une déclaration de valeur. Ils n'ont aucun fondement factuel ou analytique. Ils s'en sortent et obtiennent l'attention des médias. Mais lorsque toi et moi disons que nous pourrions résoudre ce problème sans violence, les gens disent « Oh, c'est pas un peu irréaliste, ça? Tu es bien naïf, non ?» C'est à ce moment-là que j'ai envie d'insister. Sans violence. Il existe une multitude d'outils que nous pourrions utiliser pour créer un monde meilleur, dont on ne parle jamais, qui ne sont jamais mentionnés dans les médias, et les journalistes, comme d'autres, ne savent même pas comment poser une question à leur sujet. Il y a un réservoir d'amélioration possible pour l'humanité dont on ne parle jamais. Et toutes ces analyses géopolitiques ne parlent que de ce que Trump a dit hier, etc. Le problème, c'est que Trump fixe l'agenda. Vous ne faites que réagir à ce qui se passe, alors que je dirais que tous ceux qui veulent un monde meilleur devraient fixer l'agenda et forcer ces politiciens, toujours de manière non violente, par la parole, la plume, les vidéos ou tout autre moyen, à répondre à notre agenda. Tant que Trump sera la personne la plus courtisée sur cette terre, rien ne changera en mieux. Ignorez-le. Pas tout le temps, mais ignorez-le. Il reçoit trop d'attention.
et il sait comment attirer cette attention. Et tous les commentateurs géopolitiques sont des gens qui disent ensuite « Oh, Trump a dit ceci, Trump a dit cela, ce n'était pas très sage de sa part » ou « Cela sera dangereux » ou « Cela sera ceci ou cela ». Mais ils ne se posent jamais la question qu'aurait dû dire le président américain. Qu'est-ce qui rendrait le monde meilleur? Que pouvons-nous faire en tant qu'êtres humains? Pensez à la civilisation occidentale, qui est aujourd'hui en profonde crise et en train de s'effondrer. Pensez à ce que nous avons accompli en termes de littérature, de philosophie, de réflexion, de modèles politiques, de vision de parti, d'idéologie, d'art, de musique. Voulez-vous me dire que nous n'avons pas... Pardon, ce n'est pas ce que vous dites, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est qu'une expression. Devons-nous croire que tout cela n'a aucune valeur aujourd'hui, alors que cette culture, cette civilisation est en crise? Et nous disons qu'il ne nous reste plus qu'à nous effondrer, qu'à nous militariser jusqu'à la mort, que c'est la seule chose que nous puissions faire. Je pense que nous disposons d'un immense réservoir de connaissances, d'expériences et d'idées merveilleuses et magnifiques qui pourraient être appliquées aujourd'hui. Mais le lien entre cela et la terrible situation dans laquelle nous nous trouvons n'est jamais établi. Et il existe une myriade de petites choses que l'on peut faire, comme organiser des clubs pour la paix, des clubs de lecture, des échanges d'étudiants, des jumelages de villes, encore une fois, avec les Russes, avec les Chinois, comme des échanges entre citoyens. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles les gens peuvent ou pourraient travailler, mais que le système essaye de nous empêcher de réaliser réellement. Cela passe en partie, bien sûr, par la diabolisation de l'autre. Mais ce qu'il y a de pervers, c'est que ces collègues, amis, membres de la famille, qui font partie du système qui déchire les sociétés, et je parle de la société mondiale, ne se rendent peut-être pas compte. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est souvent le cas, qu'ils sont en train de faire cela. C'est, vous savez, cette logique très perverse que Jens Stoltenberg a résumée à l'essentiel lorsqu'il a dit « Les bombes sont la voie vers la paix. Les armes sont la voie vers la paix. » Cela signifie qu'il y a un nombre important de personnes dans la société qui croient que cette fois, nous avons besoin des armes et que les armes sont en réalité le moyen d'atteindre la paix. Et je pense qu'il y a des gens qui tombent dans ce piège, mais il y en a aussi qui savent que c'est du baratin et que ce n'est qu'un argument marketing pour obtenir un soutien massif à une politique militariste. Comment faire la différence? Et comment convaincre à nouveau ceux qui, malheureusement, ont avalé cette pilule de la recracher? Je veux dire, ce ne sont pas des questions faciles, Pascal, et elles sont pertinentes. Tu les soulèves. Mais je pense que nous devrions nous opposer à cela. Nous devrions, bien sûr, lorsque Jens Stoltenberg dit ces choses, commencer nos articles en précisant que cela n'a rien à voir avec la réalité empirique. C'est de la propagande. Cet homme ne sait pas et ne peut manifestement pas lire de livres, et ainsi de suite. Mais tu ne devrais consacrer que 25% de ton temps intellectuel à dénoncer et critiquer cela. Ensuite, tu passes le reste de ton temps à expliquer pourquoi c'est faux et ce qui s'applique réellement, à savoir que les moyens pacifiques mènent à la paix. Et d'où cela vient-il? Cela vient de la pensée gandhienne. Les moyens sont les objectifs en devenir. Une telle formulation devrait faire réfléchir les gens s'ils ont la moindre capacité intellectuelle. Les moyens que nous choisissons sont les objectifs en devenir. N'ayez pas de grands objectifs. Faites simplement ce qui est juste chaque jour, et alors vous atteindrez le bon objectif. Et c'est ce que nous ne faisons pas en utilisant des armes. Il n'y a aucun moyen que l'Ukraine ou tout autre conflit soit résolu, car dans ce cas, nous ne regardons pas le conflit sous-jacent. Nous regardons le champ de bataille et tous ces aristocrates intellectuels. Vous savez, la kakistocratie signifie un gouvernement par les personnes les moins capables
et les moins vertueuses. C'est ce que nous avons actuellement avec le militarisme, parce qu'ils sont incapables de penser. Ils ne peuvent rien imaginer au-delà de leur propre boîte noire, dans laquelle ils sont assis avec une minuscule fenêtre là-haut. La pensée de groupe est extrêmement dangereuse. Nous, qui sommes pour la paix, devrions consacrer la majorité de notre temps et de notre énergie à des énergies positives, à les diffuser. Alors les gens se demandent, oui, pourquoi diable ne parle-t-on pas de cela? Pourquoi personne n'en a-t-il parlé? Vous savez une chose, les politiciens ne se soucient pas des critiques. Ils ont l'habitude d'être critiqués par les médias, par leurs collègues, par vous et moi, peu importe. Mais si quelqu'un arrive et dit « Voilà à quoi le monde pourrait ressembler », pourquoi ne pas aller dans cette direction? Vous ferez réfléchir les gens. Et ce dont les politiciens ont très peur, ce sont des idées meilleures que les leurs. Et je vous le dis, si vous étudiez la paix pendant 3 mois, vous aurez de meilleures idées sur la paix que n'importe quel politicien aujourd'hui. Et comment peut-on le mettre en œuvre? Parce que nous avons ce problème, n'est-ce pas? Nous sommes une société composée de ces différents éléments, et chacun d'entre nous doit encore accomplir des tâches. Une fois que nous avons éteint YouTube pour aujourd'hui, il faut soit préparer à manger, aller chercher les enfants, aller travailler, ou faire tout cela à la fois et ressembler à une maman débordée. Pauvre maman surmenée. Il n'y a aucune catégorie d'êtres humains pour laquelle j'ai plus de respect que les mamans surmenées. La deuxième catégorie, ce sont les papas surmenés. Ils ont aussi la vie vraiment dure. Alors quel est le lien? Nous avons des politiciens parce que nous leur déléguons la politique. Nous leur donnons un mandat et nous attendons ensuite qu'ils fassent de leur fonction un métier, qu'ils travaillent ensemble d'une manière ou d'une autre pour améliorer les choses. Mais actuellement, en Europe, nous sommes à un point où cela ne fonctionne pas, du moins pas suffisamment bien. Nous avons des partis qui essayent d'aller dans une certaine direction, mais dans l'ensemble, nous courons vers l'abîme. Et chacun d'entre nous, une fois que nous aurons éteint le flux YouTube pour aujourd'hui, quelle est la meilleure ligne de conduite ou la meilleure façon de penser afin d'adopter une démarche qui conduira ensuite à un courant positif de nos énergies? Je dirais qu'il y a 2 questions que chacun peut se poser. De quoi ai-je peur? Et qu'est-ce que je veux à la place? Faites les 2. Ne vous contentez pas de vous asseoir et de penser, après avoir regardé la télévision en prime time ou votre fil YouTube ou autre, « Mon Dieu, le monde part à la dérive ». Quand vous en êtes là et que vous pensez cela, ceux qui détiennent le pouvoir vous ont eu. Là, vous êtes piégés. Vous êtes pris au piège, car le piège de la politique aujourd'hui est de faire croire aux gens qu'il n'y a pas d'alternative, par exemple, à l'armement et au militarisme en Europe, et que nous devrions investir davantage là-dedans que dans tout le reste. On peut voir à travers ces types de fausses théories. Les gens ne sont pas stupides, voyons. Ils sont peut-être surchargés, comme vous le dites, ils sont peut-être fatigués en rentrant du travail, etc. Mais n'importe qui peut s'asseoir et se demander « Dans quel genre de monde voudrais-je vivre ?» Mais on nous en empêche parce qu'on nous dit que tout va à volo. Et c'est là que je dirais qu'il y a des cyniques et des alarmistes. Mais le système se nourrit du complexe TINA, « There is no alternative », à ce que nous, les élites, disons aujourd'hui. Et moi, je dirais qu'il n'existe que des alternatives. Dès que l'on comprend qu'il y a toujours des alternatives à la guerre, à l'armement et à tout le reste, car cela finira mal, bien sûr, à un moment donné. Alors libérez votre esprit, libérez votre pensée et autorisez-vous à être positif. Ne vous demandez pas seulement « Qu'est-ce que je crains ?» ou « Qu'est-ce que je pense qu'il va peut-être se passer ?» mais aussi « Quel genre de monde aimerais-je voir, à grande ou à petite échelle ?» Et comment puis-je faire le premier pas avec ma famille, mes amis,
mon petit groupe, ou peu importe. Tous les grands mouvements ont toujours commencé par de petits groupes qui faisaient quelque chose, qui pensaient de nouvelles idées. Et je crois au pouvoir des bonnes idées. Je veux dire, c'est là que la superstructure, pour parler en termes marxistes, est bien plus importante. Les idées sont, à mon avis, bien plus importantes que les choses matérielles et les récompenses. Mais ce que vous soulignez, et j'aimerais dire quelques mots à ce sujet, c'est que les intellectuels dépendants ne nous aideront pas. Si vous travaillez dans un institut d'État financé par le gouvernement, vous ne critiquez pas ce gouvernement. Cela fait longtemps que ça ne se fait plus. La raison pour laquelle je peux dire ce que je dis, c'est que nous ne sommes financés ni par une entreprise, ni par un gouvernement à la Transnational Foundation ici. Nous sommes financés par les gens. Et il est évident que les gens aiment ce que nous faisons et disons, puisqu'ils nous soutiennent dans ce que nous faisons et disons. Donc pour faire court, il faut s'assurer de libérer son esprit, de libérer sa recherche, de libérer son espace pour pouvoir dire « Je refuse d'accepter la terreur qui est intrinsèque à l'idée que la seule voie possible désormais est celle de la guerre, de l'armement et des armes nucléaires. » C'est une libération. C'est une libération pacifique de l'esprit, pour commencer, puis dans l'action. C'est à ce moment-là, je pense, qu'il faut aborder la question des cyniques. Les cyniques sont ceux qui disent que peu importe la qualité d'une organisation, elle a toujours été créée pour aider les États-Unis à dominer le monde. On voit aujourd'hui des gens, lorsque je parle de réforme de l'ONU, qui sous la vidéo YouTube écrivent des choses comme « Oh, cela n'a jamais été censé être une organisation sérieuse. Il faut la démanteler. Elle ne sert à rien. » Vous savez, ce sont les cyniques qui sont vraiment dangereux, parce qu'ils donnent encore plus de pouvoir à ceux qui ont déjà détruit l'ONU jusqu'à présent. Et l'ONU est une institution non violente, d'une importance capitale. C'est le document le plus gandhien jamais signé par des gouvernements. Nous devons la rendre beaucoup plus démocratique et discuter de la manière dont nous pouvons rendre les Nations Unies et d'autres organisations bien plus puissantes, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a les alarmistes. J'ai un énorme et croissant problème psychologique, politique et moral avec ces personnes qui disent que nous approchons d'une troisième guerre mondiale, qu'il y aura un holocauste nucléaire pour nous tous et que le monde disparaîtra. Excusez-moi, comment diable savent-ils cela? Comment le savent-ils? Les armes nucléaires n'ont été utilisées qu'une seule fois. Comment peuvent-ils savoir quand un pays commencera à tirer sérieusement sur un autre dans une guerre plus vaste? Vous voyez? Comment peuvent-ils savoir que cela mènera à l'utilisation d'armes nucléaires tactiques, puis d'armes nucléaires stratégiques, et que nous serons tous anéantis? Ce qu'ils font n'a rien de scientifique. Ils font la promotion, ils se défoulent de leur propre frustration psychologique. Et ils ne sont pas sérieux. Ce ne sont pas de vrais scientifiques. Et enfin, le dernier point à ce sujet, c'est qu'avec ces prêches apocalyptiques, ils poussent les gens à baisser les bras. La pire chose que l'on puisse faire à l'humanité, c'est de lui dire qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a que des armes nucléaires devant nous et que nous serons tous morts si ceci ou cela continue encore 2 semaines. Il ne faut jamais, jamais dire cela. D'abord parce que ce n'est pas sérieux d'un point de vue scientifique ou académique. Ensuite, vous détruisez l'espoir des gens. Et si vous détruisez l'espoir, vous détruisez leur capacité à agir. Ils s'asseyent et abandonnent. Et cela, à mon avis, est un crime. C'est un crime moral. C'est un crime académique que de priver les gens de leurs souhaits et de leurs espoirs pour un monde meilleur et pour un monde meilleur pour leurs enfants. C'est notre foutu devoir en tant qu'intellectuels. Ne pas aller, par l'alarmisme et le cynisme, soutenir indirectement les militaristes et, si vous voulez, les destructeurs du moment.
Il existe des alternatives à cela, et il y a toujours des alternatives à cela. On peut envisager les choses de manière totalement différente. Défense défensive. Nous pouvons facilement créer un monde sans armes nucléaires. Nous pouvons facilement imaginer à quoi cela ressemblerait. Et ensuite, quand vous savez à quoi cela ressemble, que vous avez une idée, que vous avez pris une décision démocratique à ce sujet, cela sera réalisable. Il ne fait aucun doute que si vous avez une bonne idée et que des millions de personnes la soutiennent, elle peut être mise en œuvre. Mais cela ne peut pas être mis en œuvre en se contentant de suivre ou de discuter uniquement ce que dit Jens Stoltenberg. Et pour bien souligner ce point, je veux dire, nous avons connu de nombreux moments historiques où nous avons effectivement réussi à mettre en œuvre de bonnes idées. Le traité INF, tous les nouveaux traités de contrôle des armements que nous avons conclus vers la fin de la guerre froide, puis dans les années 1990, c'étaient des traités complexes, avec des mécanismes de contrôle, et ils ont fonctionné. Ils ont fonctionné tant qu'ils ont été en vigueur, puis il y a eu une décision politique de les abandonner. Mais ils ont fonctionné tant qu'ils ont été en vigueur. Et nous avons des personnes comme Scott Ritter qui nous disent « Regardez, nous avons créé une Europe plus sûre. Nous avions une Europe plus sûre. Je veux dire, nous avions des moyens de désescalade, et nous avons désescaladé. Et nous avons effectivement réduit le nombre d'ogives nucléaires. Tout cela s'est produit. Je veux dire, ce n'est absolument pas impossible. Donc la question est de savoir comment le mettre en œuvre, comment structurer ces accords, qui peuvent être les personnes qui s'en chargent. Mais, je veux dire, nous, encore une fois, nous les intellectuels, ou toute personne en réalité, pouvons participer à ce processus et aussi à la discussion qui l'entoure, car il n'a jamais été aussi facile, ni aussi peu coûteux, d'exprimer ses idées aujourd'hui, et de trouver un espace pour réellement partager et échanger des idées et des réflexions. Donc, tous ces outils sont aujourd'hui facilement accessibles, heureusement. Et peut-être un point de plus que je voudrais souligner, je suis d'accord avec vous, je veux juste ajouter que, s'il y a un incendie, je ne m'oppose pas à ce que les gens crient « il y a le feu ». Mais s'ils crient aussi « et nous sommes enfermés », il n'y a pas d'eau et c'est fini. Alors là, nous avons un problème, n'est-ce pas? Donc les personnes qui crient « il y a le feu » doivent aussi nous dire comment l'éteindre, n'est-ce pas? Et probablement aussi comment reconstruire ce que l'incendie a déjà détruit. Sinon, ce n'est pas seulement un travail à moitié fait, cela crée de la panique, n'est-ce pas? Et nous voulons éviter la panique. Eh bien, bien sûr, je ne conteste pas ce que vous dites sur le plan philosophique, mais je pense que certaines personnes sont douées pour générer des idées et d'autres pour élaborer des stratégies. Ce n'est pas nécessairement le cas que tous ceux qui ont une bonne idée sachent aussi exactement comment la mettre en œuvre. Ce que je pense que nous devrions libérer maintenant, et ce dont le monde a besoin, c'est une masse critique, et cela fait allusion aux explosions, une masse critique de réflexion constructive. Laissons fleurir des milliers d'idées pour un monde meilleur. Par exemple, vous savez, l'une des rares bonnes idées qui existent est un monde multipolaire, l'initiative La ceinture et la route, et la vision d'avenir de la Chine. J'allais justement le dire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je parle de quelqu'un qui peut dire « Ces idées sont créatives et stimulantes, et asseyons-nous avec des personnes capables d'élaborer une stratégie. » Ce ne sont pas forcément les mêmes personnes, mais ce que je veux dire c'est n'abandonnez pas une bonne idée simplement parce que vous ne voyez pas immédiatement comment la mettre en œuvre. C'est ça que j'essaie de dire. La bonne idée a une force en elle-même et elle fait avancer l'esprit. Voilà ce que je veux dire. Oui, et la bonne nouvelle, c'est aussi que les bonnes idées ont tendance à survivre d'elles-mêmes. Je veux dire,
Le droit international ne nous a pas été donné par la main de Dieu ou par l'univers tout-puissant. C'est quelque chose qui a émergé du chaos des relations internationales, parce que ce sont les bonnes idées que l'immense majorité affirme. Non, 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 ce sont de bonnes idées, et nous devrions les suivre. Nous les enfreignons, et elles ne fonctionnent pas toujours. Mais ce sont de bonnes idées. Elles subsistent, elles émergent du chaos et se perpétuent, et personne ne peut les tuer. La question, c'est comment contribuer positivement à de tels mouvements, n'est-ce pas? L'une des raisons pour lesquelles je pense que les gens sont assez optimistes, du moins dans notre coin d'Internet, lorsqu'ils parlent du monde multipolaire, c'est parce qu'ils voient qu'il existe des idées alternatives et des idées sur ce qu'il faut construire pour y parvenir. Quelque chose pour lequel on peut œuvrer et non contre. C'est ça, la psychologie de la chose. Œuvrer pour quelque chose. La paix. Je veux dire, il y a cette distinction simple entre la paix négative et la paix positive. La paix négative, c'est quand on arrête une guerre. Ce n'est pas la vraie paix, mais c'est une paix négative. On arrête la violence, n'est-ce pas? Mais la paix positive, c'est comment réaliser le potentiel humain, social, psychologique et sociétal pour créer un monde meilleur. Voilà une vision. Pourquoi parlons-nous autant d'utopie ou de dystopie? L'utopie est un lieu où vous n'arriverez jamais. La dystopie, c'est, vous savez, l'endroit où vous ne voulez jamais aller. Oui. Entre les deux, il y a quelque chose qu'on appelle l'utopie. Ce n'est pas UE, mais ça s'écrit de la même façon, même si ce n'est pas UEE. L'utopie est la vision qui est réaliste à réaliser. On n'en parle jamais. On parle d'utopie et de dystopie. Mais la réflexion sur l'avenir vous dirait qu'il existe quelque chose d'intermédiaire qui est réaliste. Et c'est l'un des arguments que l'on entend toujours. Ce n'est pas réaliste. Maintenant, imaginez que vous allez chez un médecin et que le médecin vous dit « J'ai posé un diagnostic et mon pronostic est que vous mourrez dans l'année à cause de votre maladie. » Est-il irréaliste de demander à cet homme ou à cette femme de trouver une idée pour que vous puissiez guérir? Je ne le pense pas. Je crois que cela fait partie du devoir et de l'intellect d'un médecin. Et je dirais que la recherche sur la paix et les autres sciences sociales sont exactement pareilles. Nous devrions réparer le monde et aller de l'avant. Nous avons besoin d'ateliers pour l'avenir, de méthodologies permettant de se rencontrer au-delà des frontières et de simplement poser des questions comme « À quoi ressemblerait un monde meilleur ?» Et lorsque nous avons quelques idées, nous nous lançons. Mais il y a cette énergie positive, ce renversement des perspectives, que la plupart des gens n'atteignent pas parce que nous sommes formés, y compris à l'université, à être des étudiants critiques. Aujourd'hui, la plupart des étudiants ne sont pas critiques, mais je l'étais quand j'étais étudiant. Soyez critiques, soyez critiques. Personne ne disait « soyez constructifs » ou « imaginez comment le monde pourrait être meilleur ». Nous n'avons pas appris cela. Nous avons dû le faire nous-mêmes. C'est ce que font les arts. Les arts font quelque chose qui est en réalité bien plus intéressant que la science et la politique. L'artiste, par définition, est tourné vers l'avenir. Un cinéaste a une idée de ce que sera son film et du rôle qu'il jouera à l'avenir. Quelqu'un qui réalise une peinture fantastique ou écrit un bon livre a toujours l'avenir en tête, même si le livre parle d'histoire. Mais les scientifiques n'ont en tête que de critiquer ce qui s'est passé hier. Et pour moi, c'est de la mauvaise science. Je suis désolé. Je vais probablement offenser certaines personnes. Ce n'est pas mon intention. Mais j'ai dit que c'est de la science nazie qui n'apporte aucune solution. Toute personne qui se sent offensée après ce que tu as dit mérite probablement de l'être. Non, je ne veux pas offenser les gens. C'est aussi une forme de violence. Je dis simplement que pour moi, ce n'est pas une bonne science sociale si elle n'a pas d'impact ou de conclusion qui mènent à des actions concrètes.
surtout parce que nous sommes dans une situation difficile. Et j'aimerais valoriser les qualités, valeurs, théories, productions, l'art et tout ce qui relève du monde global, mais aussi particulièrement occidental, pour contribuer à créer un monde meilleur. Nous ne pouvons pas y parvenir en étudiant uniquement la science politique ou la géopolitique. Je suis désolé, c'est trop limité. Deux réflexions. La première, c'est que, surtout dans le milieu universitaire, certaines personnes ne comprennent pas les implications de ce qu'elles font. Il y a certaines études où je me demande vraiment si la personne concernée saisit ce que cela signifie. J'avais un collègue dans un institut précédent qui étudiait si la menace d'expulsion augmentait la probabilité que les loyers soient payés à temps en Afrique. Genre, bon sang. Évidemment que la réponse à la fin de l'étude empirique est oui. Et bien sûr, la réponse à la question « Est-ce une façon abjecte d'aborder le problème ?» est aussi oui. C'est une question extrêmement cruelle à poser dès le départ. Mais bon, d'accord. Mais la deuxième chose, c'est... Qu'est-ce que j'allais dire en deuxième? Désolé, je me suis perdu là. Puis-je, pendant que vous réfléchissez à cela, répondre à votre premier point ici? Vous voyez, je pense que l'une des maladies des sciences sociales a été d'analyser le monde et de le critiquer, dans le meilleur des cas. Mais si vous dites ce qu'il faudrait faire, alors vous entrez dans la politique. Et nous revenons à la première question que vous avez posée. Qu'en est-il du rôle des valeurs? La recherche pour la paix est une science orientée vers un objectif, exactement comme la médecine. Le but est de réduire la violence faite au corps et la violence faite au monde. Et la recherche pour la paix, c'est pourquoi le CIPRI et tous les autres endroits qui se disent centres de recherche pour la paix n'ont plus rien à voir avec cela. Il s'agit d'une investigation systématique sur la manière de réduire la violence. Et quand on descend à un niveau très bas, il s'agit de savoir comment réaliser des potentiels, parce qu'on s'est débarrassé de la violence. C'est ça la paix. C'est ça la recherche sur la paix. Personne ne le fait. Personne ne le fait. Ceux qui se disent chercheurs pour la paix étudient la guerre. Ils étudient la sécurité. Ils comptent des haricots. Ils observent toutes sortes de choses qui ont à voir avec la guerre. Et ce ne sont pas des études sur la paix. La paix est désormais une catégorie taboue, annulée, rejetée, réservée aux dissidents, aussi bien en politique, en sciences que dans les médias. Et moi, en tant que chercheur pour la paix avec 50 ans d'expérience dans ce domaine, je dis que je ne vais pas accepter cela. Et si je ne peux pas convaincre les autres de le faire, notre petite fondation continuera à mener des recherches sur la paix et à faire de la politique pour la paix, car toute science sociale est aussi de la politique, si elle est bonne. Oui, c'est ancré dans la politique. Et c'était le deuxième point que je voulais aborder avec vous. Pensez-vous que nous devrions aussi commencer par remettre en question nos propres métaphores ou la manière dont nous abordons ces questions? Parce que ce que vous avez fait dès le début, et ce que je considère comme une étape utile, c'est de reformuler le problème, non plus comme, disons, une question de sécurité, mais plutôt comme une question médicale. Utilisons le langage de la médecine pour examiner ce qui ne va pas dans le corps de l'humanité, dans ces 8 milliards d'individus que nous sommes. Et peut-être qu'alors, nous trouverons des approches plus intelligentes. Peut-être que l'une des raisons pour lesquelles nous sommes plus positifs à l'égard d'un monde multipolaire, c'est parce que nous voyons qu'il y a plus à gagner si nous le considérons comme un équilibre entre différents organes, et ainsi de suite. Et puis, nous trouvons des idées, vous savez, même ma propre neutralité, mon petit truc de neutralité. Et je continue de dire aux gens, écoutez, je ne suis pas neutre. Je suis un neutraliste, parce que j'ai une valeur qui est celle de la paix. Et je pense vraiment que nous pouvons utiliser la neutralité
pour « ce serait tellement désagréable de le souligner ». Nous pouvons établir des cordons sanitaires, et ainsi de suite. Nous pourrions utiliser cet outil pour améliorer un peu les choses. Pas parfaitement, mais un peu. Alors, quel type de métaphores pensez-vous être les plus appropriées pour nous permettre de reformuler ce système bloqué que nous considérons souvent comme une voiture, ou une machine en fait? Et donc, à la place, que pouvons-nous utiliser? Une métaphore pour cela, je dirais, c'est la médecine. Une métaphore pour cela, on pourrait appeler cela la vision, la légitimité d'avoir des visions et de bonnes idées. C'est une stratégie politique pour écraser vos idées et les miennes qui sont meilleures. C'est une lutte de pouvoir politique que de dire qu'il n'y a pas d'alternative. Donc je ne sais pas quelle serait la métaphore, mais c'est une révolution pacifique mondiale qui commence dans votre esprit, avec vos amis, votre famille et avec les personnes qui partagent vos idées. Et puis à un moment donné, nous renversons le système, parce qu'il ne peut pas durer éternellement. Ce militarisme ne peut pas durer éternellement. Même s'il n'explose pas dans une guerre, ce que je ne pense pas, il ne peut pas durer éternellement. J'ai tendance à considérer la guerre comme un cancer, vous savez, le phénomène en lui-même. Oui, je suis d'accord avec vous. Et elle se nourrit du fait que ces différentes cellules interagissent entre elles, n'est-ce pas? Et elles interagissent d'une manière qui est au final très malsaine pour l'ensemble du corps. Donc dans cette métaphore, comment essayeriez-vous de définir un corps sain? À quoi ressemble un corps sain? Un corps sain, je suppose que vous parlez du corps mondial, je ne sais pas. Celui qui est plus ou moins pacifique. J'avais l'habitude de définir la paix à la fois de manière très simple et très complexe. La paix, c'est développer la sécurité et assurer un développement sécurisé pour l'être humain dans sa globalité et pour tous les êtres humains. La paix, c'est développer la sécurité et assurer le développement, car ce sont les deux mécanismes essentiels. Si nous ne nous développons pas, nous mourrons. Et si nous n'avons rien pour protéger notre développement en tant qu'humains, en tant que société, contre ceux qui pourraient vouloir que nous évoluions dans une autre direction, ou, en d'autres termes, l'autodéfense, alors il n'y a aucun moyen d'être sûr que nous serons encore là demain, n'est-ce pas? Et puis vient cette idée philosophique que j'ai eue en lançant la nouvelle éthique globale. Quelque chose que j'ai fait il y a presque 40 ans d'ailleurs, assis au Japon, comme vous l'êtes maintenant. Une éthique globale consiste à se débarrasser de l'éthique de voisinage chrétienne et à se demander « mes actes seront-ils bons ou mauvais pour le monde ?» Si tout le monde faisait comme moi maintenant, cela rendrait-il le monde meilleur ou pire? Cela concerne donc l'être humain dans sa globalité. Et c'est parce que le monde occidental est obsédé par le corps, par le matérialisme physique, etc. Mais nous avons la spiritualité. Et tout cela, c'est une longue histoire. Et ce qui n'a jamais été à l'ordre du jour du monde occidental, c'est que cela doit s'appliquer à tous les êtres humains. Ce n'est pas suffisant, tu sais. Il y a cette idée, que ce soit Luther King ou quelqu'un d'autre, selon laquelle je ne peux pas avoir la paix moi-même s'il y a un manque de paix ailleurs. Donc c'est cette pensée holistique qui, je veux dire, la seule société, Pascal, voyons, qui soit pertinente pour l'humanité aujourd'hui, c'est une société globale. Qu'est-ce qu'on fait avec les États-nations? C'est une construction ridicule. Il faut s'en débarrasser. C'est dépassé. On ne peut pas faire fonctionner le monde. Il n'y a qu'un seul monde. Et ce monde doit avoir une éthique globale, une économie globale, une pensée globale, une démocratie globale, une paix globale. Parce que lorsque vous et moi nous asseyons et pensons à nos petits, je veux dire, à nos minuscules nations, quel rôle jouons-nous si nous ne partageons pas un certain esprit commun, une pensée commune avec le reste du monde?
Le seul auquel on puisse penser, qui puisse s'en sortir seul, c'est quelque chose comme les États-Unis, parce que c'est grand, fort, puissant, militaire et tout ça. Mais cela ne durera pas. Si ce pays ne s'adapte pas au monde, il est titanesque. C'est la direction qu'il prend actuellement, parce qu'il refuse de s'adapter au monde. Il veut contrôler le monde. C'est une pensée dépassée. La métaphore, c'est l'éthique globale, les potentiels mondiaux, les utopies et la force des bonnes idées. Croyez au pouvoir des bonnes idées. Vous verrez que ça fonctionne. Oui, mais nous devons aussi être capables de faire tout cela, tout en continuant à être en désaccord les uns avec les autres. Car nous avons ce problème que ces 8 milliards de personnes ne sont généralement pas d'accord sur la manière dont nous devrions faire les choses. La seule chose à faire, c'est dialoguer. Ce n'est pas de la domination, c'est du dialogue. Il s'agit d'en parler. Et c'est une possibilité merveilleuse que nous avons maintenant. Parce que toi et moi pouvons nous asseoir ici et discuter à travers le monde, n'est-ce pas? Je suis en Suède. Nous n'avons aucun problème. Nous pouvons parler avec n'importe qui dans ce monde et nous pouvons prendre de nouvelles décisions. Nous pourrions avoir une nouvelle démocratie. Nous pourrions avoir une démocratie. Je veux dire, n'est-ce pas étrange que je ne puisse même pas élire quelqu'un qui me représente dans les organisations internationales depuis mon pays? Je vote pour un Parlement qui a de moins en moins d'influence sur quoi que ce soit dans chaque nation. C'est complètement dépassé. Permettez-moi de vous poser la question, car à mon avis, ce contre quoi nous devons lutter, ou plutôt ce pour quoi nous devons nous battre, c'est un monde avec moins de violence. Nous n'en viendrons jamais complètement à bout, mais je pense qu'il est réaliste de dire que nous voulons atteindre un point où nous ne sommes plus constamment exposés à une violence de masse absolue. Et je pense que cela est probablement réalisable si nous acceptons que le conflit n'est pas une mauvaise chose. Le conflit est quelque chose de normal avec lequel nous pouvons composer. Alors, comment pouvons-nous parvenir à un point où nous ne nous massacrons plus en masse, tout en acceptant qu'il y ait parfois des violences ponctuelles que nous pouvons gérer au niveau national, car nous avons des tribunaux nationaux, etc. Quelle serait donc la manière la plus réaliste de contenir la violence de masse ou de la réduire au minimum? Dire aux gens que la violence n'est qu'un symptôme. Oui, mais c'est ce qui obsède tout le monde. Les médias en parlent, la politique en parle, la science s'y intéresse. Et ce que je dirais à ces personnes, c'est: vous est-il déjà venu à l'esprit que dans chaque cas de violence que vous voyez, il y a un conflit sous-jacent? Il y a une raison pour laquelle il y a de la violence. Et puis, nous avons cette théorie primitive selon laquelle c'est parce qu'il y a des gens mauvais en face. Mais nous ne le sommes pas. Nous sommes les gentils. C'est des conneries. Franchement, soyons sérieux. Donc, ce que vous faites, c'est regarder l'Ukraine et dire ensuite, envoyez plus d'armes. Ce sont des gens illettrés. Parce que si vous voulez résoudre le problème, vous voyez les symptômes. Mais la vraie question, c'est quel est le conflit sous-jacent? Et chaque conflit, Pascal, trouve pas en toi ou en moi. C'est situé entre nous. C'est un problème qui se dresse entre des partis qui ne savent pas comment le gérer et qui finissent alors par recourir à la violence au lieu de dire des choses comme « engageons un médiateur, allons à l'ONU, portons l'affaire en arbitrage, ou asseyons-nous et discutons de notre problème ». Je veux dire, certaines des choses que je dis sont banales. J'ai honte d'être assis ici à dire que la paix et le dialogue sont préférables à s'entretuer. Je dis ces choses sérieusement en tant qu'universitaire et je trouve incroyable d'avoir à m'asseoir pour dire cela. Et c'est là qu'il faut se dire les uns aux autres. Il existe des alternatives. Je le répète encore et encore. Ne croyez jamais qu'il n'y a pas d'alternative à ces situations. Ce n'est pas vrai. C'est un grand mensonge de notre civilisation.
Mais ce qui est incroyable, c'est que le cancer de la guerre et le cancer de la logique guerrière nous permet d'avoir les symptômes du massacre de masse, comme nous les voyons en Ukraine, et comme nous pourrions les voir à une échelle encore plus grande en Europe, si nous continuons sur la voie actuelle. Ce qui est étonnant, c'est que ce cancer parvient à utiliser ces éléments pour s'auto-entretenir, n'est-ce pas? Il se nourrit du fait qu'il y a ces différents camps, et qu'il y a aussi les idiots. Et il y a des gens qui ne comprennent pas que lorsqu'ils vous traitent de pacifistes, idéalistes, sans espoir, qui ne comprend rien au monde, cela alimente le cancer et le fait grandir, n'est-ce pas? Le cancer élimine les alternatives à lui-même. Donc, pour combattre ce cancer, il faut lutter contre ce fatalisme et, comme vous le dites justement, montrer les alternatives et les petites alternatives à prendre pas à pas. Quand tu dis « lutter contre quelque chose », je réponds « oui, oui, consacre 20% de ton temps à cela, pas plus. Consacre 80% aux alternatives. » C'est aussi une question d'équilibre individuel. Tu peux regarder ta chaîne, Pascal, et te demander combien de tes interviews portent sur le monde meilleur qui serait possible et sur la façon dont différentes personnes l'imaginent, et combien portent sur le fait de réagir à ce qui vient de se passer, pour ainsi dire. Ce sont des choix individuels que nous pouvons tous faire. Et au cours de ma vie de chercheur, j'ai passé de plus en plus de temps, peut-être, sur ce que certains qualifieraient de sujets irréalistes. Mais j'ai suivi ce principe. Ne jamais critiquer quoi que ce soit sans proposer de solutions possibles ou de meilleures idées, en disant « si vous faites ceci, alors la critique disparaîtra ». Cela signifie non pas le désarmement des mauvaises armes, mais une nouvelle façon de penser la défense, une défense défensive associée à une défense non violente, etc. Cela implique une réforme des Nations Unies. Cela signifie une nouvelle démocratie qui soit mondiale et non principalement nationale. J'ai écrit sur tous ces sujets, ce n'est pas si difficile. Ensuite, vous pourriez dire que les gens penseront que c'est irréaliste, que c'est romantique, que c'est « oh, c'est un type bien », mais il est complètement, vous savez, hors cadre. Tous ceux qui voulaient changer le monde étaient en dehors du courant dominant. Et si nous ne sommes pas en dehors du courant dominant, nous faisons partie du problème. Demandez à Gandhi, pourquoi Gandhi n'est-il jamais devenu membre d'un parti? Parce qu'il savait que les partis, c'était de la merde. Il avait le... Comment appelez-vous cela? Non élu. Il avait la capacité de s'adresser au peuple indien à un niveau bien plus élevé et profond au sujet de la libération. S'il avait été membre d'un parti, il serait assis là où tout le monde est assis aujourd'hui. Par exemple, je suis fondamentalement contre les partis politiques tels que nous les connaissons, mais il existe d'autres façons de faire. Mais pour faire court, la question à laquelle vous revenez est « pourquoi pas ?» Imaginez un monde meilleur et demandez-vous ensuite « pourquoi pas ?» N'étouffez pas vos bonnes idées en disant « peut-être que cela ne peut pas être fait dans les 5 prochaines années ». Non, peut-être que cela ne peut pas être fait dans les 5 prochaines années, mais peut-être dans les 10 prochaines années. Et alors, lancez-vous. Au lieu de tuer une bonne idée parce qu'elle ne peut pas être mise en œuvre tout de suite ou très rapidement, ou sauver le monde immédiatement. Nous devons faire ce que font les Chinois et d'autres, heureusement, et ce que font tous les artistes. Pensez à long terme. Pensez à l'avenir. Arrêtez de parler uniquement du passé, sujet que l'Occident adore aborder. Chaque partie impliquée dans un conflit veut parler de la façon dont elle a été victime de l'histoire et du présent. Dans tous nos médias, il n'y a que le présent. Il n'y a ni histoire, ni avenir. Mais consacrez au moins 50% de votre temps intellectuel et temps d'éveil, à réfléchir de manière constructive. Comment cela pourrait-il être autrement? C'est aussi personnel. Il faut que quelqu'un croie en cette idée pour la porter. Si nous disons tous, eh bien, c'est une idée irréaliste, elle ne peut pas être mise en œuvre rapidement,
nous ne résoudrons pas les problèmes du monde. Le fait est que, je veux dire, les choses se sont effectivement améliorées. Les choses, en réalité, vous savez, je suis critique envers des historiens comme Steven Pinker et d'autres qui disent « Ok, dans l'ensemble, tout va beaucoup mieux. Mais certaines choses vont mieux. » Je veux dire, nous avons, vous savez le problème, c'est un livre absolument insensé, je suis désolé. Le problème avec « tout va mieux », c'est que si nous améliorons tout, et qu'ensuite survient un événement imprévisible qui nous anéantit malgré tout, ce n'est pas non plus une chose positive. Mais certaines choses vont mieux. Je veux dire, nous sommes au niveau de prospérité le plus élevé de l'humanité en termes de nombre d'individus sur cette planète, ce qui en soi crée de nouveaux problèmes. Mais vous savez, il faut le reconnaître, et nous avons le potentiel d'avancer ensemble. Donc, tout n'est pas sombre et désespéré, mais même simplement repenser la façon dont nous conceptualisons les choses, n'est-ce pas? Et comment nous pensons à la médecine qui peut nous aider? Quelle est la chose la plus pragmatique que les gens puissent faire une fois qu'ils sont, que veux-tu dire par chose pragmatique? Quelque chose qu'ils peuvent mettre en œuvre eux-mêmes. Imaginons que nous ayons des personnes qui nous écoutent et qui disent « D'accord, très bien, j'ai 2 heures chaque semaine que j'aimerais consacrer à quelque chose. » Et un exemple que j'ai, c'est un ami à moi, celui qui traduit toutes mes vidéos, un génie allemand. Il avait 66 ans quand il a commencé, parce qu'il a pris sa retraite. Et il a dit « Je veux faire quelque chose. » Et ce n'est pas suffisant de simplement chanter Kumbaya quelque part. Alors il a dit « Laisse-moi utiliser mes compétences en informatique pour commencer à traduire des vidéos. » Et maintenant, nous traduisons des vidéos de cette chaîne et d'autres en 10 langues ou plus. Et ça, c'est un projet concret. Comment les gens peuvent-ils, quelle est la manière la plus pragmatique de construire un projet concret pour faire quelque chose de positif? Je pense que cela doit commencer par les individus. Le seul mouvement pour la paix auquel je crois vraiment, c'est des milliards d'individus qui veulent un autre monde. Dès que l'on commence à dire « Vous savez, voici notre slogan et c'est pas notre slogan », alors on introduit tous ces problèmes et cela ne décollera jamais. Deuxièmement, je pense que les petits groupes sont très importants. Des ateliers d'avenir où l'on discute de ce qui pourrait être. C'est une technologie, c'est une méthodologie. On s'assoit et on fait un brainstorming sans dire ce qui est bien ou mal. Après le brainstorming, on fait un entonnoir et on commence à discuter de ce qui est plus ou moins réalisable. Nous pourrions organiser des tables rondes publiquement, au lieu de discuter uniquement de l'adhésion ou non à l'OTAN, en abordant la défense alternative et la non-violence. On peut écrire des livres à ce sujet. On pourrait rédiger des livres blancs dans des pays ayant opté pour une défense alternative, au lieu de croire aux arguments non fondés, non documentés et non analysés selon lesquels les Russes arriveraient demain. J'entends cela depuis 74 ans et je commence à en avoir assez de cette idée. On pourrait instaurer une éducation à la paix dans les écoles ou intégrer la paix dans le programme d'histoire au lieu de se contenter de l'histoire des guerres. Nous avons des histoires de guerre partout. Nous avons des monuments aux morts partout. Nous avons des musées de la guerre partout. Il existe des musées de la paix, mais ils sont très rares. Vous pouvez entrer dans n'importe quelle librairie et vous ne trouverez pas de livres de Gandhi ou de Luther King, mais vous trouverez des tonnes d'ouvrages sur les armes, les uniformes militaires, la guerre et tout cela. Nous vivons dans une culture totalement militarisée. Et si vous ne commencez même pas à réfléchir à cela et à vous demander pourquoi en est-il ainsi, alors vous avez un problème, et la culture a un problème. Mais j'insiste sur le fait que nous devrions être assez intelligents pour voir que nous pouvons aussi avoir des musées de la paix, des livres sur la paix et une éducation à la paix.
Nous devrions intégrer l'éducation à la paix dans l'économie, dans l'histoire, dans la psychologie ou dans tout autre domaine. Pourquoi n'avons-nous pas... Enfin, nous avons des tonnes de livres sur la méchanceté humaine. Avons-nous des études sur les humains qui font le bien? L'altruisme? Oui, il y en a quelques-unes. Je ne dis pas littéralement qu'il n'existe aucun livre, mais la recherche globale s'est concentrée sur la question de savoir pourquoi les gens sont mauvais, depuis, vous savez, Erich Fromm et après. C'est un excellent travail. Encore une fois, je dis que c'est nécessaire, mais pas suffisant. Et c'est pourquoi je pense que dans les grandes comme dans les petites choses, les choses du quotidien pourraient changer si les gens comprenaient qu'ils doivent aussi être constructifs. Je dois aussi penser en termes de solutions, car sinon quelqu'un d'autre imposera ses mauvaises solutions à ma place. C'est un mécanisme d'autodéfense de dire qu'il existe de meilleures façons de faire les choses. La première chose, c'est donc de réfléchir par soi-même à la manière de créer une meilleure solution, ou à ce qu'une meilleure solution pourrait être, une façon plus saine d'aborder les problèmes que nous avons. Pas seulement le problème, mais la véritable solution. Et la deuxième chose, pour moi, c'est de se demander, en quoi suis-je doué? Quelle est ma spécialité? Et comment pourrais-je relier cela à un projet qui, dans 1 an, dans 2, dans 4, dans 5 ans, aboutit à quelque chose de positif? Oui. Je veux dire, Pascal, tu peux prendre ton propre exemple. Pourquoi as-tu eu l'idée de créer une chaîne qui compte maintenant plus de 250 000 abonnés? Tu le fais parce que tu es très doué pour ça. Mais tu le fais aussi parce que tu trouves que c'est important et que tu veux présenter quelque chose qui pourrait aider les gens à mieux réfléchir, je suppose. Je ne sais pas ce qui te motive. Peut-être que c'était aussi simplement la curiosité. La possibilité de poser à des personnes comme vous des questions honnêtes que j'ai, c'est, vous savez, quelque chose de bien. Et on peut aussi s'appuyer là-dessus, non? J'aime le mot curiosité pour 2 raisons. Si vous n'êtes pas curieux, vous ne pouvez pas faire la paix. Vous ne créerez pas la paix. Et deuxièmement, si vous ne continuez pas à être curieux tout au long de votre vie, si vous cessez d'être curieux parce que vous avez obtenu un doctorat ou quelque chose comme ça, alors vous êtes intellectuellement mort très rapidement. Si vous restez constamment curieux du monde, vous restez jeune, intellectuellement et même physiquement, je dirais. Donc ce mot curiosité est très étroitement lié à l'idée de paix. Vous devriez être curieux d'un monde meilleur. Honnêtement, pour revenir là-dessus, certaines des meilleures personnes que j'ai rencontrées en matière de réflexion sont souvent des gens sans doctorat. Juste des personnes qui savent bien rassembler les choses, n'est-ce pas? On n'a pas besoin d'un doctorat pour être un bon penseur. Oh non, pas du tout. Je suis d'accord. Non. Je l'ai juste mentionné parce que nous sommes tous les deux universitaires et nous avons des doctorats et nous avons probablement des collègues qui étaient intellectuellement morts à 40 ans. Oui, malheureusement. Et puis il y a des personnes formidables comme Johan, qui a plus de 90 ans. Richard Falk, qui est aujourd'hui aussi membre de notre fondation, a je crois 95 ans cette année. Ils publient des articles, voyagent à travers le monde et prennent la parole parce qu'ils sont profondément engagés et investis. Mais ils sont aussi curieux de savoir ce qui peut être fait. Mesdames et messieurs, ne laissez jamais personne vous dire que sous prétexte qu'une idée positive ne semble pas réaliste, vous devriez cesser d'y penser. C'est tout le contraire. Jan Oberg vous rédigera un certificat attestant que vous faites une bonne chose. Absolument. Merci beaucoup pour cette intervention positive aujourd'hui.
Jan Auberg. Positive talk today, Jan Auberg. Have a lovely day. Passez une excellente journée. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler de ces sujets. Ce n'est pas tout le monde qui m'en donne la chance. Merci. Thanks.